si nous changeons notre manière de faire, sur le 145 territoires que nous avons, si chaque année, nous pouvons prévoir 10 millions de dollars par territoire, ça nous fera 1 milliard 450 millions de dollars l'an. Il y a un problème de vision. Il y a un problème conceptuel. Il y a un problème de priorisation. Nous devons prioriser l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est maintenir le Congolais en vie. Au regard de ce qui s'est fait dans le monde, que notre pays continue à être dépendant, même de choses que lui-même peut produire. C'est ça, en fait, notre lutte. Et je crois que, à partir de ce message, on va créer le déclic qu'il faut pour que vous aussi, vous participiez dans ces débats, pour que vous aussi, vous participez dans cette forme d'éveil. Nous ne voulons pas mener des éveils qui vont favoriser les uns et les autres. Nous voulons amener l'éveil pour que cela change la situation de notre peuple. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, bonjour. Je suis économiste de formation, chercheur en économie de développement. Je voudrais analyser avec vous la situation que traverse notre pays et surtout sa population. Nous avons toujours l'habitude de parler de la pauvreté de notre pays sans par moments cerner la sévérité, mais surtout la profondeur de cette pauvreté. Au-delà des images que vous avez eues à visualiser pendant toutes ces années, je voudrais vous dire que la situation est pire que ce que vous vous imaginez. Toutes nos provinces regorgent de pauvres. Et la pauvreté est estimée, le nombre de pauvres est estimé à près de 70%. Et cette pauvreté n'est pas à confondre avec la pauvreté monétaire que l'on vous présente au niveau international. Parce que d'après les statistiques, lorsqu'on parle de pauvre, on fait allusion à sa capacité de consommation, sa capacité à consommer. Et généralement, on essaie d'évaluer ça en valeur d'argent. On vous dit toute personne qui consomme moins de 20 $ est réputée pauvre. Parce que 20 $ multiplié par 30, ça vous fait 600 $ de consommation. Et ici, dans notre pays, le seuil est estimé à 2 $. Ce qui veut dire un pauvre au niveau international, au Congo, ne peut pas être classé parmi les pauvres, mais plutôt parmi les non-pauvres. Parce qu'il a un revenu de consommation estimé à 600 $. Chez nous, le seuil de pauvreté est estimé à 2 $. Et lorsqu'on parle de 2 $, on fait plutôt allusion à un individu qui consomme 2 $ par jour. Or, ici, dans notre pays, il y a des ménages constitués de près de 5 personnes qui consomment moins de 2 $ par jour. Ce qui sous-entend qu'ils sont très loin d'atteindre le seuil de pauvreté. Parce qu'en réalité, un ménage de 5 personnes devrait en principe consommer 10 $ pour être classé parmi les non-pauvres. Or, ici, chez nous, nous avons des ménages qui consomment moins de 2 $ alors qu'ils sont constitués de 5 personnes. Ce qui sous-entend 0,4 $ par personne en termes de consommation. Et donc, vous sentez déjà la profondeur de cette pauvreté. Et par rapport à la sévérité, mesdames et messieurs, chers concitoyens, les ménages qui ont 2 $ n'ont pas d'autres revenus. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à vivre avec le moins de 2 $ et pendant plusieurs années. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a ce qu'on appelle la transmission générationnelle de la pauvreté. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres aujourd'hui vont mettre à la place publique d'autres pauvres
Parce qu'au-delà de leur aspect monétaire, il y a aussi un problème sérieux en termes d'accès à l'éducation, à la formation, bref, accès à l'école. Voilà pourquoi, pour sortir de cette situation, les constituants ont pensé rendre gratuit l'accès à l'école, ce que nous appelons la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité de l'enseignement ne se limite que à l'école primaire, c'est-à-dire de la première année primaire jusqu'en 6e année. Or, la formation pour amener quelqu'un à transformer ses conditions de vie, pour amener quelqu'un à arriver à accéder à l'emploi, va jusqu'au niveau des humanités. Ce qui sous-entend qu'au niveau de la Constitution, on met plus l'accent sur la formation des bases et non sur la formation en termes de capacité productrice. Ce qui sous-entend que déjà, le problème de transmission générationnelle de la pauvreté ne sera pas résolu par rapport à cette approche. Pour que nous arrivions à mettre fin à la pauvreté, au regard de cet aspect de choses, en réalité, les familles ou les ménages doivent être en mesure de supporter l'éducation de leurs enfants jusqu'au niveau de 6e année des humanités pour que ceux-ci soient en mesure de se prendre en charge et d'orienter leur vie et de renforcer leur productivité. Et donc, vous comprenez déjà, à ce niveau-là, il y a des sérieux problèmes. Étant donné que les familles, ou sinon le ménage, n'ont pas le moyen de supporter les études de leurs enfants, eh bien, il y a quoi? Il y a cassure entre la vision du constituant et ce qui se fait en réalité sur le terrain. Un autre aspect, c'est par rapport aux conditions de vie. Chers concitoyens, dans ces pays, il y a un grand espace, ici je parle en termes économiques, il y a un grand espace qui est sous-monétarisé. Dans notre pays, il y a des gens qui continuent encore à recourir au système de troc. Où vous trouvez, il y a des échanges qui se font, des gens qui amènent le poisson pour échanger avec la chikwank. Et dans ces conditions-là, il est difficile d'anticiper sur les éventuelles crises. Parce que la monnaie, dans ses fonctions, peut permettre d'anticiper la consommation ou sinon de renvoyer la consommation à une dette ultérieure. Mais lorsque vous êtes dans cette approche de troc, eh bien, il est difficile de résoudre le problème futur. Et la quasi-majorité de la population de notre pays, cette population qui vit dans la situation de pauvreté, se localise dans le milieu rural. Et les milieux ruraux ont pour activité principale l'agriculture. Or, depuis des années, les gouvernements qui se sont succédés, bien qu'ils déclarent que l'agriculture est la priorité, soit la priorité de l'État, mais vous allez vous rendre compte que dans le budget national, bien qu'on peut prévoir 7, 5 à 10% pour répondre aux exigences de Maputo, qui exigeait à ce que chaque gouvernement puisse prévoir 10%, fort malheureusement, dans l'exécution, on n'a jamais dépassé 2% des prévisions. C'est-à-dire que même si l'on prévoit 750 millions de dollars ou 500 millions de dollars, dans l'exécution, c'est difficile d'atteindre ne fût-ce que 1% en termes de taux d'exécution. Parce que généralement, l'agriculture n'a jamais été soutenue par le gouvernement. Or, la quasi-majorité de la population qui vit dans le milieu rural dépend de cette activité. Et quand nous parlons ici de l'agriculture, nous le prenons dans le sens usuel, c'est-à-dire que l'agriculture, la pêche et l'élevage. L'agriculture qui doit être considérée ici comme la production végétale. L'élevage, la production animale et la pêche, l'une des options pour mettre sur pied ou sinon pour
la production halieutique. Non, l'agriculture n'a jamais été soutenue. Et ce qui sous-entend que ceux qui sont pauvres aujourd'hui au Congo peuvent aussi l'être demain. Et fort malheureusement, leurs enfants seront condamnés à être pauvres. Ce sont là le vrai débat de société que nous voulons enclencher avec vous, que nous voulons développer avec vous, que nous voulons débattre avec vous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la classe politique congolaise base ses analyses ou les débats essentiellement sur des questions politiques et fort malheureusement de politique politicienne. Alors qu'en réalité, si nous voulons faire face aux enjeux mondiaux, si nous voulons résoudre le problème de la population, eh bien nous devons plutôt mettre l'accent sur le débat des sociétés tels que le secteur agricole, les secteurs économiques. Et fort malheureusement, toutes nos politiques sont centrées sur le débat des individus. Près de 70% de pauvres. Et lorsque vous faites la répartition géographique, vous allez vous rendre compte que là où l'agriculture est la priorité des actions, là où il y a la province, là où le province où l'agriculture fait partie des priorités pour leur permettre de s'affranchir de la pauvreté, c'est là où il y a plus de pauvres. Et cette pauvreté s'accompagne de la malnutrition. La quasi-majorité des enfants qui naissent dans ces milieux sont frappés de la malnutrition. C'est justement parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé entre l'offre et la demande. Il y a un sérieux problème en termes de pouvoir d'achat. Il y a un sérieux problème en termes d'accès aux intrants agricoles. Il y a un sérieux problème en termes de voies d'évacuation. Il y a un sérieux problème en termes d'asphyxie sur le plan fiscal. Il y a un sérieux problème en termes de conservation. C'est justement parce que l'État congolais s'est désengagé dans le secteur agricole, alors que nous voulons résoudre le problème de la pauvreté. C'est vrai que le secteur minier est rentable. Mais si vous allez dans ces secteurs, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, chers concitoyens, que les capitaux qui permettent l'exploitation de ces secteurs ne proviennent pas de notre économie. Ces capitaux proviennent d'ailleurs, viennent d'ailleurs. Et ce sont les expatriés qui détiennent pratiquement la quasi-totalité de ces secteurs. À la fin de leur production, ils vont avec leurs dividendes. Et qu'est-ce qui reste dans le pays? Parce que pour sentir l'importance d'un secteur, ça se lit dans le budget. Sa contribution dans le budget. C'est vrai qu'on nous dit que le secteur minier apporte à la République près de 40%. C'est vrai que le secteur minier, dans la structure du produit intérieur brut, peut apporter 40%. Mais ce qui est vrai, le secteur minier n'a pas une forte capacité génératrice d'emploi. Parce que si ce secteur avait une forte capacité génératrice d'emploi, eh bien le Congolais allait trouver du travail, on allait quitter cette situation de pauvreté et fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais aussi, tous ces secteurs miniers ne touchent pas toutes les provinces. Toutes les provinces n'ont pas une vocation minière. Je prends le cas du Grand Kasaï. Là où on exploitait le diamant. Est-ce l'exploitation de diamants se faisait dans tous les coins? Ou sinon, il y avait un coin où on pouvait trouver des diamants et là où on exploitait. Et pour le reste de province, n'est-ce pas que cette province a aussi une vocation agricole? Vous prenez le Grand Équateur, qui n'est pas réputé pour être une province à vocation agricole, une province à vocation minière. La priorité dans cette province, c'était l'agriculture. Et lorsqu'on semble négliger l'agriculture, c'est une incidence sur le pouvoir d'achat de la population, c'est une incidence sur le vécu quotidien de la population. Vous prenez les grands Bandundu, vous prenez la Grande Orientale, vous prenez le Grand Kivu. C'est vrai que toutes ces provinces ont de potentiel minière, mais ce qui est vrai, toutes ces provinces, sans exception,
ont une vocation agricole. Parce que quand on va relancer l'agriculture, eh bien, on va créer beaucoup d'unités de production et cela va permettre non seulement à la population d'assouvir ses besoins, mais aussi à réduire la dépendance à l'extérieur et surtout à élargir l'assiette fiscale pour permettre à l'État d'avoir plus de moyens. Avec un produit intérieur brut estimé à près de 47 millions de dollars, prenons 50 milliards de dollars, peut-on envisager le développement? Serons-nous en mesure de résoudre le problème de la population? Avec un produit intérieur brut estimé à 50 milliards de dollars? Alors que dans d'autres économies, il y a ceux qui ont des budgets dépassant 50 milliards? Qu'est-ce qu'on entend par produit intérieur brut? C'est justement la sommation de valeurs ajoutées. Et cela ne veut pas dire les revenus qui restent au pays. Comme nous l'avons dit, à la fin de la production, eh bien, les détenteurs de capitaux qui sont des étrangers vont partir avec leurs dividendes. Ce qui reste, ça ressort dans la fiscalité, mais aussi dans la rémunération des travailleurs congolais. Et si vous prenez la structure de notre budget, les dépenses publiques, nous n'avons jamais atteint 10 milliards de dollars. Jamais. Nous n'avons jamais atteint 10 milliards de dollars. Alors que nous avons la possibilité de dépasser même le budget de 50 milliards. Ce qui manque, c'est quoi? C'est justement parce que nous sommes dans une situation de sous-emploi. Le gouvernement de notre pays n'arrive pas à mettre le Congolais en position d'opérer leur croissance économique individuelle. Nous n'arrivons pas à soutenir notre économie. Près de 80% de Congolais vivent dans l'informel. Et leurs statistiques en termes de production ne sont pas reprises par l'administration. Ce qui veut dire que ça ne ressort pas dans le produit intérieur brut. C'est justement parce qu'il y a une désarticulation. C'est justement parce que l'État congolais n'arrive pas à intégrer l'importance de la population dans la production. Si nous avons plus de 40 millions d'enrôlés, ce qui veut dire que nous avons plus de 40 millions de personnes qui ont atteint l'âge adulte. Si nous pouvons avoir 20 millions de Congolais qui participent dans le produit intérieur brut, c'est-à-dire des Congolais qui produisent, lorsqu'on va faire la sommation de leur production annuelle, on peut avoir les 50 milliards de dollars en termes de budget. Et lorsque l'État amasse l'argent, c'est justement pour affecter là où il y a des déséquilibres. Permettre à ce qu'il y ait une forme d'équilibrage au niveau sociétal. Là où il y a de failles, l'État va suppléer. Nous avons déjà les dépenses publiques au niveau national. Nous avons la caisse de péréquation qui peut permettre à ce que nous puissions corriger les imperfections ou sinon les disparités en termes de ressources. Et cela demande à ce qu'il y ait une bonne politique cohérente. Et fort malheureusement, jusque-là, toutes nos énergies sont orientées vers les débats politiques. Et pendant ce temps, notre population vit dans la pauvreté. Une pauvreté déshumanisante. Nous avons affaire à une population qui manque de tout. Une population qui n'a pas accès à l'eau. Une population qui n'a pas accès à l'électricité. Une population qui n'a pas accès à l'information. Une population qui n'a pas d'Internet. Une population qui n'a pas de téléphone. Une population qui est dans l'insécurité alimentaire. Alors que nous avons tout le potentiel pour affranchir notre peuple de la pauvreté. Un pays qui a une vocation agricole, avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, est incapable de nourrir son peuple. Avec autant de richesses hydrographiques, avec un fort potentiel halieutique,
incapable de nourrir sa population, son peuple. Et nous recourons à l'importation. Alors que lorsque vous recourez à l'importation, vous êtes dépendant des autres économies. Et votre monnaie en pâtit. À chaque fois, nous avons besoin de devises. Et cela réduit la valeur de notre monnaie. Alors que sur le marché local, nous avons besoin du franc congolais. Et à la fin, on amoindrit le pouvoir libératoire de cet argent, de cette monnaie. Les Congolais sont aujourd'hui dans l'incapacité de s'affranchir de la pauvreté. Justement parce qu'il y a des choix contradictoires qui sont opérés chaque jour par les dirigeants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une population pauvre. Mesdames et messieurs, plus de 70% de la population vit en deçà du seuil de la pauvreté. Alors qu'au niveau international, consommer 20 $ par jour est un signe de pauvreté. Ici, chez nous, consommer 2 $ par jour est un signe de non-pauvreté. Parce qu'il ne faut pas confondre. Les non-pauvres ne sont pas des riches. Les non-pauvres ne sont pas des riches. Ils sont vulnérables. Mais ils sont classés parmi les non-pauvres. Justement parce qu'ils ont dépassé le seuil. Et ce qui est surprenant, dans ces pays, il y a des gens qui consomment moins de 2 $ par ménage. Un ménage estimé à 5 personnes, vous consommez moins de 2 $. Ce qui veut dire que par individu, vous consommez moins de 0,5 $. Alors que nous sommes assis sur des richesses. Nous avons un fort potentiel. Notre pays importe le maïs. Notre pays importe les haricots. Notre pays importe le chinchard. Notre pays importe l'huile de palme. Notre pays importe le café. Notre pays importe tout, sans exception. Et pourtant, nous avons une vocation agricole. 80 millions d'hectares de terres arables. Et le maïs, nous pouvons en produire en quantité industrielle. Nous pouvons même exporter au regard de notre avantage comparatif. Nous avons un avantage de sol. Notre sol est riche. Nous avons un avantage en termes de climat. On peut avoir par an 4 saisons culturelles. Par hectare, on peut produire 5 tonnes. Avec 1 million d'hectares, on peut produire 5 millions de tonnes. Ce qui équivaut à 5 milliards de kilos. Soit 200 millions de sacs de 25 kilos. Mais nous continuons à importer. Vous vous imaginez? C'est des gens qui ont un fort potentiel et qui dépendent de l'extérieur. Nous sommes en mesure de nourrir l'humanité. Mais nous mourons de faim. Comment expliquer? Alors que même si vous jetez un grain de maïs, ça pousse. Mais il n'y a aucune politique cohérente pour fédérer les énergies. Et en ces moments-là, toute la population agricole des milieux ruraux vit dans la pauvreté. Et qu'est-ce que nous constatons comme conséquence? Exode rural. Tout le monde veut être à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous vivons dans notre promiscuité justement parce que nous n'avons pas réfléchi. Nous avons 2 345 409 km². Et si nous faisons le calcul de densité, vous allez vous rendre compte que Kinshasa regorge plus de 15% de cette population. Alors qu'à Kinshasa, on ne peut pas trouver de l'emploi pour tout le monde. Pourquoi ne pas redynamiser les activités agricoles avec leur capacité génératrice d'emploi? Pourquoi ne pas aider le pays à évoluer, à avancer?
Pourquoi ne pas mettre l'accent dans le secteur qui porte la croissance? Pourquoi ne pas réfléchir autrement? Parce que nous ne pouvons pas continuer à voir nos enfants mourir de faim. Justement parce qu'il n'y a pas de bonne politique. Tous les dirigeants sont corrompus par les importateurs. Lorsque vous initiez un projet pour produire par exemple le poisson, il y a les importateurs de poissons qui s'érigent en obstacle. Lorsque vous voulez orienter votre action pour produire le café, il y a les importateurs du café qui s'érigent en obstacle. Nous produisons le cacao. Nous produisons les quinquina. Nous produisons les cafés, le bois. Nous produisons toutes ces choses-là parce que nous avons un sol riche. C'est que nous n'avons pas des cerveaux riches, des cerveaux fertiles, en même de transformer, d'orienter les actions de la population pour nous amener au changement. C'est justement parce que nous avons des dirigeants de pacotille, des gens qui ne savent pas lire les signes du temps. Alors que le Tchad s'organise pour nous attaquer, nous appauvrissons la population. Alors que nous sommes défiés par le monde, par l'humanité tout entière. Nous sommes incapables de surmonter le défi, de faire face à ces enjeux-là. Et nous continuons à crier partout dans le monde que nous sommes pauvres. Non! Cela doit s'arrêter. Nous voulons les changements. Nous voulons mettre notre population en position d'opérer sa croissance. Nous voulons redynamiser notre agriculture. Nous voulons promouvoir l'agriculture. Nous voulons promouvoir les paysans. Et lorsqu'on va arriver à créer des richesses au niveau de nos provinces, eh bien vous allez sentir, il y aura l'exode urbain. Les gens vont quitter les villes pour aller dans le village. Là où on va créer des emplois. On doit construire des villages agricoles. On doit le mettre dans des conditions acceptables pour qu'ils arrivent eux aussi à vivre comme des citoyens normaux. On doit mettre l'accent sur la décentralisation. Parce que la décentralisation permettra déjà aux provinces, aux secteurs, aux chefferies d'être compétitives. Au lieu de nous laisser dans cette gestion figée sur la classe politique. Nous n'avons jamais atteint, en termes de taux d'exécution, 10% du budget de l'agriculture. Comment expliquer? Vous voulez créer des emplois, mais vous allez les créer dans quel secteur? Pour que nous arrivions à développer notre pays, il faut que nous mettions en valeur notre sol. Parce que lorsque la population va se mettre en activité, on va réduire l'insécurité. Si aujourd'hui il y a les phénomènes Koulouna, c'est justement parce que la jeunesse n'est pas occupée. Comment mon pays peut importer le riz? Comment mon pays peut importer le maïs? Comment mon pays peut importer même les piments? Franchement. Mesdames et messieurs, une poule pondeuse peut vous produire 200 à 250 œufs longs. Un hectare peut vous produire 5 tonnes. Mais comment on peut mourir de faim? La production porcine a un taux de production de près de 1000%. Mais comment pouvons-nous mourir de faim? Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous devons pousser la classe politique à orienter les débats essentiellement sur des questions de la population. Nous avons des voies agricoles, des voies de desserte agricole.
Nous avons nos routes, des desserts agricoles. Nous avons des rivières que nous pouvons exploiter. Nous pouvons inciter les gens à produire. On mettait un accent particulier sur la recherche. L'INERA est là. On peut commencer à produire des semences améliorées. Nous pouvons arriver à systématiser la production, la distribution et la consommation. Nous pouvons arriver à mettre en ébullition ou sinon à redynamiser tous ceux qui produisent avec un appui financier et technique. Essayons de nous imaginer aujourd'hui, si nous changeons notre manière de faire, sur les 145 territoires que nous avons, si chaque année, nous pouvons prévoir 10 millions de dollars par territoire, ça nous fera 1,450 milliard de dollars l'an, juste pour la production. Chaque province arrivera à produire. Si nous prenons dans le 3 axes, l'agriculture, la pêche et l'élevage, on va créer autant de richesses que nous pouvons même exporter parce que tous les pays africains n'ont pas les mêmes atouts que nous. Comment pouvons-nous accepter dans ces pays où les richesses hydrographiques sont aussi importantes que nous puissions importer la sardine alors que nous avons un fort potentiel halieutique? Si nous ne produisons pas par la pêche, nous pouvons développer la pisciculture, nous pouvons faire l'aquaculture et produire autant de poissons. Nous avons la possibilité de faire l'élevage de bovins, de ovins, des caprins. Nous pouvons même élever les volailles. Avec cette capacité-là, nous allons satisfaire la population. Et nous pourrons aussi exporter, entrer dans les débats. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vulnérables. Quand on ferme l'entrée de l'Angola, c'est fini, notre population est perdue. Parce que nous dépendons aujourd'hui de l'Angola. L'Angola n'a pas notre fort potentiel. Il y a un problème de vision. Il y a un problème conceptuel. Il y a un problème de priorisation. Nous devons prioriser l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est maintenir le Congolais en vie. Nous voulons créer des richesses. Et les Congolais sont prêts à nous accompagner. Ce qui manque, c'est le sens de leadership. Pour que nous arrivions effectivement à briser cette chaîne de déséquilibre. Nous voulons que le Congolais entre en activité. Nous voulons mettre fin à cet état de sous-emploi. Nous voulons que nos jeunes participent dans le développement. Nous voulons que l'agriculture soit la priorité des priorités. Afin que nous soyons réellement indépendants. Si nous avons connu la souveraineté politique, si nous voulons connaître la souveraineté économique, il faut aussi rechercher la souveraineté du ventre. Il faut que le Congolais arrête de prier pour la nourriture. Nous voulons que la nourriture soit accessible à tout le monde. Nous voulons que notre population vive normalement. Nous voulons que nos enfants mangent à satiété. Nous voulons que les choses changent. L'avantage de l'agriculture, ça va réduire notre dépendance. Parce que nous dépensons près de 7 milliards de dollars pour l'importation de vivres frais. Nous dépensons autant d'argent pour l'alimentation, alors que nous avons la possibilité de produire. Mettons l'accent sur le paysan. Donnons de la valeur à nos paysans. Arrêtons de faire des politiciens notre priorité. Ils consomment déjà près de 70% de notre budget. Et chaque 5 ans, nous sommes appelés à dépenser près d'1,2 milliard pour nous choisir des politiciens qui viennent faire du théâtre à la tête du pays. Nous avons besoin du changement. Et le changement, c'est vous. Il est temps que nous conjuguions tous nos efforts pour que nous arrivions effectivement à mettre fin à cette chaîne de déséquilibre. Nous n'accepterons plus jamais, au regard de ce qui s'est fait dans le monde, que notre pays continue à être dépendant, même de choses que lui-même peut produire.
Nous avons la possibilité de produire. Et ce qui reste, c'est votre participation. Voilà pourquoi nous voulons lancer ce genre de réflexion. Pour créer un déclic. C'est vrai que vous êtes habitués à suivre des débats politiques. Mais maintenant, nous voulons lancer les débats politiques centrés essentiellement sur le social. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Kuluna. C'est justement parce que notre jeunesse n'est pas orientée dans le sens du travail. Il suffit de lire la Constitution pour comprendre que toute notre philosophie est basée essentiellement sur un triptyque. Justice, paix, travail. Il n'y a pas de justice. On n'a pas de paix. On n'a pas du travail. Ce qui veut dire que nous n'avons pas encore touché l'essentiel. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, pour que nous arrivions effectivement à entrer dans le concert des nations, tête haute, nous devons être autonomes par rapport à notre consommation. L'agriculture a des effets d'induction. C'est grâce à l'agriculture que vous avez des chaussures en cuir. C'est grâce à l'agriculture que vous avez des vêtements. C'est grâce à l'agriculture que vous avez vos congélateurs garnis. C'est grâce à l'agriculture que l'on peut soutenir l'économie. Si 20 millions de personnes arrivaient à trouver du boulot, du travail stable, avec un revenu, cela va permettre à l'État d'avoir plus de moyens pour investir dans le secteur d'appui à la production et de soutenir notre armée pour que nous arrivions effectivement à nous protéger. Tant que notre population continuera à vivre dans la pauvreté, tant que notre population n'arrivera pas à manger à sa faim, nous serons toujours convoités et nous serons toujours en insécurité. Le plus grand ennemi de tout politicien, de tout gestionnaire, c'est la pauvreté de sa population. Et lorsque l'on ne sait pas comment lutter contre la pauvreté, lorsqu'on ne sait pas comment lutter contre la faim, on est inutile. Voilà pourquoi je vous demande, vous, chers concitoyens, nous devons tous conjuguer nos énergies dans ce sens pour désorienter la classe politique dans des débats inutiles et que nous entrions effectivement dans des débats de société. Comment transformer les richesses, le potentiel en richesse? Comment transformer le Congolais des miséreux en hommes riches? Comment créer des richesses pour qu'ensemble, nous arrivions à dire, voilà, nos aïeux ont acquis l'indépendance, nous nous apportons l'indépendance du ventre. C'est ça, en fait, notre lutte. Et je crois que à partir de ce message, on va créer le déclic qu'il faut pour que vous aussi, vous participiez dans ces débats, pour que vous aussi, vous participez dans cette forme d'éveil. Nous ne voulons pas mener des éveils qui vont favoriser les uns et les autres. Nous voulons amener l'éveil pour que cela change la situation de notre peuple. Nous ne voulons plus avoir des enfants qui meurent de faim. Nous ne voulons plus importer les sardines. Nous ne voulons plus importer les chinchards. Nous ne voulons plus importer le capa. Nous ne voulons plus importer toutes ces choses-là. Nous pouvons en produire et de manière spectaculaire. Il suffit tout simplement d'orienter nos actions sur l'agriculture. Et on va résoudre tous les autres problèmes. Le problème de l'insécurité, le problème de la promiscuité, le problème de desserte, le problème de tous ces problèmes-là qui gangrènent notre société. Nous saurons comment les résoudre. Et à la fin, chacun de nous sera victorieux. Il ne suffit pas seulement de parler politique. La politique est la meilleure. C'est la politique de développement. Ce n'est pas la politique de « oh toi que je m'y mette ». Voilà pourquoi nous vous demandons de vous joindre à nous. Venez, on va lutter ensemble pour que le changement soit effectif. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci beaucoup.